À tous et bienvenue dans ce nouveau live métier avec Hayat. Bonjour Hayat. Bonjour. Je vois que vous êtes déjà nombreux dans le chat. L'idée, c'est que cette conversation soit interactive. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité pour nous dire d'où vous nous écoutez, qui vous êtes, etc. Comme ça, on pourra vous lire et vous répondre. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas encore Chance, donc on a un bilan de compétences et une communauté d'entraide professionnelle. Et donc, c'est un parcours de 3 mois où il y a beaucoup de monde qui vient parce que se pose des questions sur le travail. Et en fait, Chance permet de comprendre, d'identifier et de réajuster ce qui va ou ce qui ne va pas. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a Valérie, Margot, Anière. Enchantée. Et on va explorer, comme on le fait dans le parcours Chance, on va explorer aujourd'hui une voie professionnelle avec Hayat, qui va nous raconter son parcours et comment elle est arrivée à exercer le métier qu'elle fait aujourd'hui. Donc Hayat, je te donne le micro. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es et comment s'est fait un peu ton orientation après les études et pour arriver jusque là où tu es aujourd'hui? Écoute, merci. Déjà, merci pour cette invitation et de me donner l'occasion un peu d'en parler, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup et finalement, on n'a pas tant d'occasion que ça de parler d'où on est parti. Alors, du coup, en 2 mots, moi, alors, en termes de parcours académique très rapidement, j'ai fait un bac éco. À l'époque, je sais pas si c'est toujours la même chose, un bac économique et social. Ensuite, j'ai fait une classe prépa littéraire. Je le dis parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir qu'on vient pas forcément tous du même parcours académique. Et donc je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais j'ai toujours su depuis assez jeune que je voulais aider les gens. Tout ce qui était médecine, etc., c'était pas trop mon truc. J'avais pensé aussi à tout ce qui était autour de l'éducation, mais pareil, je le sentais pas trop. Donc finalement, je me suis orientée vers une école de commerce. Et donc j'ai fait l'EDEC Business School. Et donc après quelques expériences de stage en marketing, parce que voilà, moi j'avais fait une prépa littéraire, donc je me suis dit les mots et le business, ça va être ça, peut-être voilà, ça peut se matérialiser par du marketing. À un moment donné, je regardais un petit peu la vie du brand manager, du chef de groupe, du directeur marketing, et je me suis dit qu'en fait le stretch était trop grand entre qui j'étais, les valeurs que j'avais dans mon environnement et les couches sociales que j'ai traversées, parce que je viens d'un milieu social assez modeste, pour ne pas dire pauvre initialement, avec plein de problématiques, notamment observées dans tout ce qui est banlieue, parce que je suis originaire d'une ville populaire. Et je me suis dit, en fait, n'y a-t-il pas finalement une façon de professionnaliser aussi un secteur qui a besoin de l'être, en fait, hein, à savoir le secteur de l'inclusion. Et donc, c'est pour ça que, du coup, finalement, en dernière année à l'EDEC, j'ai décidé de me spécialiser dans un Master of Science qui s'appelle MSc Creative Business, qui est en fait le management des innovations sociales, des ONG et aussi des organismes culturels, parce qu'il y a aussi pas mal de passerelles entre les deux écosystèmes, entre l'économie sociale et solidaire, telle qu'on la Ouais. connaît, et le secteur de la culture. Et Mm. donc, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur les discriminations liées à l'origine ethnique sur le marché de l'emploi en France. Ok. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai basculé directement. Donc, ma toute première expérience a été chez Mosaïque RH, qui était un cabinet associatif, donc un cabinet de recrutement à but non lucratif, spécialisé dans la promotion de la diversité en entreprise. Et c'est Ouais. comme ça que j'ai fait mon premier pas dans l'écosystème de l'inclusion, c'est-à-dire tout ce qui est euh, comment on réfléchit, comment on innove, comment on design des projets de telle sorte à ce qu'on rende possible le fait que chaque personne, indépendamment de son genre, de son origine sociale, de sa couleur de peau et de tous les 25 facteurs potentiels de discrimination, puisse trouver une place dans la société et se réaliser. Voilà. Et donc ensuite, j'ai eu plusieurs expériences dans le secteur associatif et dans le privé. Donc après Mosaïque RH, je suis allée au BCG, donc un cabinet de conseil en strat, Ok. plutôt business en fait, hein, mais mon poste était un peu le seul à l'époque qui était un peu sustainability, enfin en tout cas qui est en rapport avec les sujets société civile. Donc c'était un peu un pot pourri, hein, il y avait plein de choses dedans, mais avec quand même des axes autour de l'entrepreneuriat social, autour de l'inclusion par exemple des femmes dans la tech, l'inclusion des LGBT+ sur le marché de l'emploi et plein de thématiques autour de ça.
Après cela, je suis retournée en ONG chez Positive Planète pour aller plutôt voir ce qui se passe du côté de l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires comme levier d'inclusion économique dans ces territoires. Et puis ensuite, je suis retournée j'ai fait une boucle en retournant à ma ville d'origine, à savoir Trappes, en prenant la direction du développement économique local et de l'emploi. Et donc là, c'était aussi intéressant pour moi de voir un petit peu, parmi toutes les parties prenantes de l'impact, ce qu'on considère comme étant l'impact, finalement qu'il y a effectivement le secteur associatif, qu'il y a effectivement le privé, mais il y a aussi les collectivités territoriales qui sont au plus près des bénéficiaires, ce que nous on appelle des bénéficiaires. Voilà, et aujourd'hui donc je suis à la Fondation L'Oréal, où je travaille sur une autre thématique qui est plus sociale qu'économique, à savoir l'inclusion des femmes en situation de vulnérabilité. À travers 2 axes. Je vais pas trop m'étendre parce que peut-être vous aurez des questions, mais voilà. L'idée pour moi, c'était vraiment, j'ai un fil directeur, c'est avoir le maximum d'impact sur les personnes qu'on considère aujourd'hui dans la société comme étant les plus vulnérables, à travers plusieurs prismes, le prisme économique et le prisme social, et à travers bien sûr plusieurs expériences, autant dans l'associatif, le public ou le privé. Merci. Ce qui est super chouette, c'est que dans ton parcours, tu as testé différents types d'environnements pour répondre à cette même cause qui t'anime. Tu as testé les associations, les collectivités territoriales, les entreprises privées. Donc c'est super parce que tu vas pouvoir nous donner un peu un éclairage sur comment ça se passe d'exercer ton métier dans ces différents écosystèmes. N'hésitez pas donc dans le chat à poser des questions pour Hayat si vous en avez. Et si tu veux, ça m'intéresserait, oui, si tu peux nous expliquer un peu comment tu as vécu ces différents environnements, sachant qu'évidemment, ta réponse est subjective et t'appartient. Et toi, quels ont été pour toi un peu les plus et les moins de ces 3 grands types, associations, privées et collectivités? Alors, côté association, ce que j'ai aimé, c'est la capacité d'une structure associative dans une forme d'action assez... ou plutôt dans une forme de procédé de décision assez horizontale, qui permet qu'en fait, à 24 ans, tu te retrouves à parler avec un ministre ou avec un ambassadeur ou avec en fait une foultitude de parties prenantes, indépendamment du fait que tu viens de démarrer en junior ou que tu as 18 ans d'expérience. Ce que j'ai bien aimé dans le secteur associatif, c'est ce caractère assez démocratique. Bon, il y a toujours aussi des travers, je parlerai sur la seconde partie, mais en tout cas, j'ai ressenti un peu plus de liberté d'action que, par exemple, dans le secteur public ou dans le secteur privé, parce que en fait, les moyens sont tellement précieux, les ressources sont tellement précieuses dans le secteur associatif, parce que 1 euro est 1 euro et que finalement, d'une année sur l'autre, on ne sait pas si le budget il va être ISO ou si on va devoir, si un soutien va se retirer et donc va falloir raboter tel ou tel programme. En fait, les ressources humaines sont tellement précieuses que du coup, on a une certaine liberté qu'on n'a pas ailleurs. De même que, toujours dans le secteur associatif, les ressources sont tellement précieuses et le salaire pas au niveau, on va pas se mentir, on est sur des niveaux de rémunération qui sont nettement supérieurs à la moyenne parce que il y a le sujet de la cause, parce que il y a des personnes inférieure à la moyenne, tu veux dire? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Supérieure. Ah pardon, excuse-moi, inférieure à la moyenne, bien sûr, inférieure à la moyenne. Et d'ailleurs, en fait, quand j'avais fait ma première expérience chez Mosaïque, juste après, quand j'ai intégré le BCG, on avait mené une étude et justement, ce qui m'intéressait, c'était d'un peu de lever le capot des entreprises sociales et de l'écosystème ESS en général pour pouvoir un peu lutter contre certains, enfin, c'est même pas a priori, c'est en fait des a priori, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire de se dire, je vais aller sauver le monde, je vais, avoir un truc meaningful. Et en fait, finalement, il y a aussi des travers dans le secteur associatif. Il y a aussi il y a aussi des pratiques managériales qui sont mauvaises. Tu peux retrouver du harcèlement, tu peux retrouver des gens qui sont en burn-out, qui sont pas accompagnés. En plus de ça, qui sont très mal payés. Donc, il y a aussi une précarisation des gens qui sont eux-mêmes là à la base pour lutter, par exemple, contre la précarité. Donc, en fait, c'est un peu l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé. Et tu as pareil les sujets de parité. Tu vois, dans l'étude, elle date de 2018. On avait vu qu'en fait, quand tu prends l'ensemble, bon, bien sûr, enfin, en tout cas, on avait pris un échantillon assez représentatif. Sur l'ensemble des structures de l'impact, tu as 75% des salariés de l'impact qui sont des femmes
Et pour autant, 25% qui sont des hommes, enfin 25% des dirigeants des entreprises qui sont des hommes. Donc en fait, il y a aussi ce sujet qui est un peu que tu retrouves dans le business classique, Ouais. qui se qui fait tache d'huile, quoi. En fait, on a des pratiques et un mindset qui se retrouvent aussi dans l'écosystème à impact. Et donc parfois, souvent, c'est la désillusion. Il y a beaucoup de gens qui se disent je vais aller dans l'impact, soit en reconversion, c'est-à-dire bah, j'ai travaillé pendant 10 ans comme trader et en fait finalement je vais et en fait qui arrivent dans cet écosystème et où il y a à boire et à manger, hein, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques et qui sont un peu c'est un peu la double peine parce que tu te dis pendant 10 ans j'ai fait un truc qui me plaisait pas forcément mais je l'ai fait pour x y raison, je décide de me reconvertir et finalement j'arrive dans un truc où mon manager va marcelle. Et donc du coup, faut être très très vigilant sur ça et pas essayer de projeter un truc hyper voilà fantasmagorique autour de l'ESS parce qu'en fait, il y a autant de difficultés, peut-être même plus de difficultés que l'écosystème un peu plus classique, qui a bien sûr des aspects désavantageux, on va dire, mais enfin des inconvénients, mais qui peut quand même se reposer sur un certain nombre de process. Tu vois, là, si je viens plutôt sur la partie, peut-être là, du coup, après avoir répondu sur la partie associative, je viens sur le privé. Le privé, ce qui est vraiment un confort qu'on ne mesure pas quand on n'a pas fait autre chose, il a des process. Tu as des équipes RH. Moi, tu vois, en association, tu n'avais pas vraiment d'RH. La RH, elle fait en même temps la finance, elle fait en même temps s'occuper d'organiser les pots et s'occuper d'organiser. Enfin, tu vois, donc en fait, elle est multitasking. Et donc, tu n'as pas d'accompagnement RH, tu n'as pas d'accompagnement de carrière dans l'associatif. Ou en tout cas, c'est sur l'ensemble du monde associatif, tu as des grosses assos qui, elles, bien sûr, ont les process et ont réussi quand même à se staffer suffisamment pour pouvoir avoir des équipes RH, etc. Mais le plus gros du secteur associatif en France, c'est les structures de petite taille ou de moyenne taille qui n'ont pas les moyens, en fait, de le faire. Donc, il faut avoir vraiment aussi ça en tête, c'est-à-dire qu'aller dans le secteur associatif, il faut avoir un degré d'autonomie et d'indépendance et de prise en charge de soi-même, en fait. Il faut pas du tout se dire, ah bah tiens, je sais pas, moi je sors de EDF et je vais aller en association et je vais être autant accompagnée. Et de l'autre côté, dans le secteur privé, ces sujets-là, de l'impact, de l'inclusion, en tout cas, on va prendre dans le sens plus général de faire des choses bien pour la société. Il y a aussi faut aussi faire attention aux désillusions aussi. Il y a encore beaucoup de grands groupes qui ont encore une vision très marketing du sujet, qui d'ailleurs parfois rattachent ces postes-là à des directions marketing ou communication. Et donc il y a aussi ce truc où il y a des gens qui pensent pouvoir réellement bouger les choses dans des grands groupes. On peut le faire, mais il faut identifier les red flags. Il faut pas se dire ah bah tiens il y a un super job de brand cause, enfin tu vois un truc hyper fancy, hyper stylé, hyper sexy, je vais changer le monde. Bah en fait non, il y a des choses que tu peux identifier dès les entretiens d'ailleurs que tu as avec les RH. Demande-leur comment est organisée l'équipe, de qui dépend ces sujets, quel est le budget associé à ces sujets, quelle est la stratégie par exemple sur la sustainability d'ici à 5 ans, etc., etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut déceler. Et sur le secteur public, dernière chose, pour moi, alors moi j'étais dans une collectivité locale, donc au niveau d'une mairie, d'une ville, donc pour moi c'était assez important d'avoir je pense que c'est absolument capital pour toute personne qui veut s'intéresser à ces sujets d'inclusion, de passer par le dur, de passer, enfin moi ce que j'appelle par la vraie France, parce qu'en fait la vraie France c'est pas les ONG toutes basées à Paris et qui ont des super bureaux, etc. La vraie France c'est rencontrer des gens, rencontrer des personnes qui sont exclues de l'emploi depuis des années, des personnes qui sont en parcours migratoire et qui sont dans une démarche d'apprendre le français, langue étrangère pour pouvoir s'insérer, etc. Et tant qu'on n'a pas compris ça, en tout cas c'est mon avis, toutes les projets que vous allez mener vont avoir toujours un truc qui va manquer parce qu'ils vont pas forcément être en prise directe avec la réalité de ce que vivent les gens. Voilà. Et c'est pourquoi moi je suis partie de la collectivité, c'est parce que c'était trop dur. C'est une épreuve de résistance et les conditions n'étaient pas toutes réunies pour permettre de vraiment monter des projets. En collectivité locale, la réalité est très difficile. Il y a très peu de leviers aussi managériaux pour faire en sorte d'amener une équipe d'un point A à un point B. Hein. Vous n'avez pas de bonus, vous n'avez pas de prime, vous avez
très peu de choses en fait sur lesquelles vous pouvez stimuler les agents publics pour qu'ils puissent bouger. Il y a plein de problèmes aussi qui sont structurels. Pour le peu que vous soyez dans un territoire considéré comme peu attractif, territoire populaire ou zone rurale, vous allez avoir du mal à recruter des équipes. Et donc, en fait, tout ça mis bout à bout fait qu'en fait, je me suis, en tout cas moi, retrouvée dans une situation où malgré toute la bonne volonté que j'avais, malgré le fait que c'était ma ville en plus, dont j'étais originaire, où il y avait ma famille, j'ai pas réussi à lever tous ces freins. Voilà. Donc, Ok. Merci Ayat. désolée, hein, j'ai essayé de condenser. Non, 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 bah, c'était passionnant et en fait, c'est génial en plus d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui a fait le prisme de ce qui est possible un peu dans les structures pour travailler sur tes sujets. J'ai vu qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Je te propose peut-être d'essayer de faire des réponses pas trop longues. Comme ça, on pourra en prendre plusieurs et parce que j'ai aussi d'autres questions pour toi. Alors, la première, bah, déjà, il y a Aurore qui se reconnaît dans ton parcours et partage ton constat sur les différentes structures. Il y a Stéphanie qui demande si vous êtes nombreuses dans la Fondation L'Oréal et est-ce qu'il est possible d'avoir un job à temps plein dans la Fondation car il lui semblait qu'il fallait d'abord avoir un poste chez L'Oréal pour pouvoir travailler dans la Fondation. Oui. Alors, est-ce qu'on est nombreuses et nombreux à la Fondation L'Oréal? Non. On est à peu près une quinzaine sur 3 programmes. Pour se donner un ordre d'idée, on a à peu près 700 ONG, un peu plus de 700 ONG soutenues, dont et plus 300, entre 300 et 400 en France. Donc là, je parle, enfin, ce que je veux dire, pardon, j'ai pas précisé, mais on est en une couverture mondiale. Donc finalement, on est très peu. À titre de comparaison, la Fondation Chanel, par exemple, ils sont 2 fois plus sur moitié moins. Donc on n'est pas nombreux. Après sur la question du passage du fait qu'il faut passer par L'Oréal, moi du coup non. Moi je suis arrivée de l'externe. Après en toute transparence, je constate qu'effectivement la plupart du temps c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont eu un parcours au sein du groupe L'Oréal et ensuite qui en seconde partie de carrière arrivent à la Fondation L'Oréal. Mais c'est pas la règle. Moi, du coup, je suis arrivée parce que j'avais développé une expertise qui, en l'occurrence, manquait un peu au niveau de la Fondation L'Oréal. Et je pense qu'en fait, on arrive dans une nouvelle ère. Effectivement, historiquement, toutes les fondations, en général, on va pas se mentir, c'est des gens qui étaient là pendant 20 ans, qui savent plus exactement, voilà, ce qu'ils veulent faire et qui veulent un peu de sens et qui arrivent dans la fondation. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que du coup, ça permet aussi d'avoir, de plugger aussi la culture du groupe dans la façon dont on voit la philanthropie. Mais d'un autre côté, ça manque aussi d'expertise pour pouvoir lire c'est quoi ce monde de l'ESS, c'est quoi ce monde de l'impact, quelles sont les ONG qui sont, moi ce que je dirais, les vrais, versus aussi des structures qui ne sont pas à la hauteur aussi moi je le dis cash, qui sont pas forcément à la hauteur de ce qu'elles prônent. Il y a des ONG qu'on sait qui ont des pratiques qui sont pas forcément très dignes. Et donc du coup, c'est important aussi d'avoir des gens qui viennent un peu de ce monde-là. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'écosystème fondation, on arrive à ce degré de maturité, on commence à intégrer des profils un peu différents dans les fondations. Mais en toute honnêteté, on reste encore minoritaire. Je vois une question de Soraya. Selon toi, quels sont les arguments pour convaincre un recruteur dans la sustainability si on n'a pas la formation et l'expérience qu'il faut? Moi, je pense que si vous vous retrouvez face à un recruteur dans cette position-là, il faut miser sur tout ce qui est soft skills. Aujourd'hui, on a, que ce soit sur les métiers green, enfin les métiers de la sustainability, enfin de la RSE, ou d'ailleurs même sur le digital dans un autre environnement, tous les rapports indiquent que d'ici à 2050, quasiment, enfin une grande partie des jobs qui vont être créés une grande partie des jobs n'existent pas encore. Donc en fait, tout recruteur sait aujourd'hui, en tout cas un recruteur éclairé, parce que j'ai envie de vous dire, limite, si vous n'avez pas un recruteur éclairé en face de vous, est-ce que vous voulez vraiment aller dans cette entreprise? Tout recruteur éclairé sait que finalement, ce sur quoi on va miser, c'est la capacité de la personne à s'adapter, à avoir une écoute active, à être dans une démarche de flexibilité, à savoir évoluer dans un milieu multiculturel, etc., parce que ce sont les grands défis aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des impacts environnementaux ou sociaux liés aussi à la crise environnementale, ils sont où? Ils sont en Afrique et en Asie. Donc en fait, il y a aussi cette dimension où on cherche des gens qui peuvent réfléchir en dehors du prisme européocentré. Et donc voilà, moi mes conseils, c'est vraiment de se baser sur votre histoire,
peut-être les rencontres que vous avez faites, les actions que vous avez eues dans certaines, en tant que bénévole dans certaines associations, et montrer un peu cette vision un peu worldwide et consciente un peu des enjeux globaux et pas uniquement de j'ai fait telle expérience en marketing, j'ai lancé tel produit. Et non, essayez de prendre un peu de recul et de concevoir de transcrire les compétences que vous avez, pas uniquement en vous basant sur les expériences que vous avez, mais sur qui vous êtes en fait au final. Très clair. Merci beaucoup, Hayat. Il y a une question sur quelles sont les compétences nécessaires, quelles sont toi, tu parles de ton expertise, en quoi consiste ton expertise, et si tu devais nous expliquer aujourd'hui dans ton métier actuel, quelles sont un peu ta semaine type avec des guillemets, mais est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ressemble ton quotidien, tes tâches, tes missions et les compétences en face dont tu as besoin? Alors une semaine classique, là je parle pour ce que je fais aujourd'hui à la Fondation L'Oréal. En fait, concrètement, donc moi aujourd'hui je suis responsable du programme Beauty for Better Life. Donc c'est un des 3 programmes de la Fondation qui a 2 déclinaisons. Les 2 de toute façon convergent vers cet axe de la Fondation qui est soutenir les femmes en situation de vulnérabilité à travers le monde. Sur mon programme en particulier, on a 2 déclinaisons, une en France où on va soutenir tout ce qui est socio-esthétique, socio-coiffure, donc c'est qui est une discipline vraiment spécifique de soins envers les personnes qui sont soit malades ou en parcours par exemple migratoire, parcours de rue, travailleuses du sexe, femmes qui sont en très grande précarité, etc., très éloignées, très exclues de la société. Et donc là, on va soutenir financièrement des structures reconnues d'intérêt général, type association, service oncologie. Enfin, vraiment, c'est très vaste. Et donc, mon rôle là-dedans, c'est rencontrer un maximum d'acteurs associatifs qui souhaitent intégrer ou développer la socio-esthétique ou la socio-coiffure dans le parcours d'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité. On travaille aussi avec, par exemple, tous les réseaux des maisons des femmes. Vous savez, ce sont des maisons qui sont souvent rattachées à des hôpitaux et qui accueillent des femmes qui sont victimes de violences. Donc, en fait, on a tout un écosystème en fait associatif non-profit, donc à but non lucratif en France. Et donc, nous, on va venir injecter des fonds pour pouvoir accompagner cette discipline et faire en sorte qu'en fait, les femmes aient ce moment de retour à elles-mêmes pour qu'elles puissent se retrouver et pouvoir se réinsérer ensuite dans la société. C'est un peu le chapeau. Donc concrètement, mon rôle, c'est de rencontrer des associations, analyser des projets, analyser des budgets, répondre à des appels de fonds, gérer en interne aussi avec l'équipe, combien on donne à qui, pourquoi, comment ça se passe, combien il y a de bénéficiaires chaque année. Donc on a aussi ce truc de chaque année faire le point avec tous les acteurs. Et puis ensuite on a des projets qui peuvent être un peu plus organiques. On a par exemple un salon de beauté itinérant qui traverse la France, qui va à la rencontre des femmes en situation de vulnérabilité dans les territoires ruraux et dans les territoires populaires. On va créer une bulle de bien-être pour ces femmes. Donc mon rôle, c'est vraiment chef de projet sur ce programme, coordination en interne et à l'externe avec les parties prenantes, rencontrer des acteurs associatifs, mais aussi rencontrer des acteurs publics. Quand on va passer dans tel ou tel département, parfois on a des rencontres avec le délégué à l'égalité des chances, la déléguée de la préfète à l'égalité homme-femme, tout ce tissu en fait qui travaille pour aider ces femmes en situation de vulnérabilité. Donc il y a une partie gestion de projet, il y a une partie communication interne, il y a une partie créa aussi d'outils. Alors on est moins bon là-dessus, mais on y travaille, d'outils de communication pour aussi faire parler de ce qu'on fait, pas uniquement juste pour en faire parler, pour nous faire de la com pour nous, non, mais il y a déjà une vocation première qui est de sourcer, c'est-à-dire faire en sorte que les associations sachent ce qu'on fait pour qu'elles puissent répondre à nos appels à projets, pour qu'elles puissent venir vers nous. Parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on est 15, mais sur plein de programmes différents. Donc, on n'a pas le temps, en fait, de faire de la chasse, entre guillemets, à associations. Donc, on est vraiment plutôt, on lance des communications, on fait en sorte que les associations arrivent. Et on a un autre projet aussi, enfin, on a une autre déclinaison pour le programme Beauté Inclusive, qui est un programme de formation au métier de la beauté, pour les femmes en situation de vulnérabilité, mais dans les pays. Donc, on lance un appel à projet interne aux filiales L'Oréal. Donc, nous, on a en propre un programme de formation. On lance un appel à projet aux filiales. Donc, L'Oréal Pakistan, L'Oréal Inde, L'Oréal Colombie, L'Oréal
Espagne, etc. Et donc, ces filiales vont répondre à notre appel à projet en identifiant une ONG locale partenaire. Et donc, notre rôle, enfin mon rôle, c'est d'accompagner nos interlocuteurs dans les pays, donc nos interlocuteurs L'Oréal, pour qu'ils puissent déployer notre programme qu'on a développé ici en local, en se basant sur les spécificités locales, en leur disant ce qui est compliant, pas compliant, ce qu'il faut faire, pas faire, parce que c'est vrai que c'est aussi une expertise, l'ingénierie sociale, et on peut pas faire n'importe quoi. Les filiales, par exemple, elles vont dire, ah bah tiens, je peux lancer une école de formation sur les cheveux ou les trucs pour les femmes qui sont au chômage dans les favelas à Rio. Et je peux leur donner des produits, L'Oréal? Non, on donne pas de produits parce que la philanthropie, c'est à part. Il faut pas qu'on mette en place des programmes gratuits et qu'on fasse passer ça comme étant finalement une action de com pour vendre plus de shampoing. Ça, c'est absolument illégal. Et donc, il y a des règles aussi dans la philanthropie à respecter. Donc, mon rôle aujourd'hui ici, au corporate, au niveau international, au niveau global, c'est de finalement d'éduquer un peu aussi nos filiales sur les do's and don'ts en matière de philanthropie. Mais les do's and don'ts aussi en termes de posture vis-à-vis de l'ONG. L'ONG, c'est un partenaire, c'est pas un prestat. On paye pas une ONG pour qu'elle fasse des choses pour nous. Non. L'ONG a son expertise. On doit respecter la façon dont qu'elle a d'opérer. Et on est vraiment, en tout cas moi, une autre façon de voir les choses, c'est vraiment d'éduquer toutes les parties prenantes de la sustainability chez L'Oréal à cette posture d'égal à égal. C'est pas parce qu'on donne l'argent qu'ils nous doivent quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toute une philosophie et donc voilà, c'est un peu ça mon rôle, c'est des rendez-vous, de l'analyse, de l'apprentissage aussi parce qu'on apprend aussi beaucoup nous des acteurs associatifs. C'est hyper important aussi de le rappeler. C'est un apprentissage perpétuel et je pense aussi une posture d'humilité qu'il faut garder aussi. Merci beaucoup, c'était très clair et passionnant de voir tout le contenu de ton métier. Je vois que le temps tourne, donc je fais vite. J'avais une question sur qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu aimes moins dans les 3 structures que tu as connues? Et en termes de rémunération aussi, parce que je sais que ça varie beaucoup selon ces fameuses 3 structures, sans donner ton salaire exact évidemment, est-ce que tu peux donner des fourchettes? Ouais. Alors du coup, association, ce que j'aime le moins, c'est le peu de moyens et donc finalement comment ça impacte aussi à tous les niveaux, que ce soit au niveau des projets. Et encore, c'est même pas tant les projets parce qu'au final, à chaque fois, on arrive à se débrouiller à force de créativité. C'est pas tant les projets, mais c'est plus au quotidien en tant que salarié d'une association. C'est très difficile quand tu es payé 1700 euros net alors que tu as fait, du coup je réponds un peu à la question, en association, tu sors de grande école. Moi j'ai fait les decks, je suis sortie de grande école, j'étais à 1700 net quoi. Et non, après à la fin, je suis arrivée à painfully, péniblement à 2000, mais tu vois, alors que moi j'avais une belle sœur qui était en vente, elle vendait juste des fringues, elle était payée plus que moi alors que moi je faisais un milliard de trucs différents. Donc c'était vraiment et d'ailleurs souvent les gens qui quittent l'associatif, c'est très souvent pour cette raison parce que tu peux dire ce que tu veux, ça peut être aussi stimulant intellectuellement que tu veux. À un moment donné, tu dois payer tes factures et ça c'est vraiment, je trouve, le vrai pain point du secteur associatif. Côté privé, ce que je trouve un peu, par exemple moi au BCG, ce que j'ai pas aimé, c'était finalement de pas mettre les moyens des ambitions formulées. Et donc, c'était le gap entre ce qu'on disait à l'extérieur et finalement les moyens qu'on mettait en interne pour mettre en place des choses. Et aussi ce truc-là aussi qui existe encore dans beaucoup de grands groupes où ils se disent, il n'y a pas encore assez de business sur le sujet. Alors même que les grands groupes eux-mêmes ont aussi ce rôle d'éduquer la société, les parties prenantes et d'ailleurs et le CAC 40. Hein, je veux dire, tu vois, ils se connaissent tous. Hein, tu vois. Moi, on a organisé un truc. J'avais 7 PDG du CAC autour de ma table. Donc en fait, ils se connaissent tous et donc je trouvais un peu dommage que les entreprises aient pas cette démarche un peu plus audacieuse de se dire je vais créer, je vais éduquer et moi-même créer finalement le futur business parce que c'est pas un gros mot de dire qu'on peut faire aussi du business mais le faire différemment en tenant compte aussi de l'impact qu'on va avoir sur les générations futures. Donc moi, c'était un peu cette frustration-là côté grand groupe. Mais ce que j'aime, c'est quand même les moyens. Mais du coup, en termes de confort, tu vois, t'es salarié, donc t'as ton confort et t'as tout ce que tu veux, etc. Mais d'un autre côté, en termes de sens, parfois, on n'est pas au max de ce qu'on pourrait faire
tu vois. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu naviguer avec essayer de trouver l'équilibre. Et côté public, ce que j'ai aimé, c'est le contact direct avec les gens. Hein, tu vois, tu fais quelque chose de bien, tu le sais, tu fais quelque chose de mal, tu as des gens qui se pointent à ton bureau et qui voilà, t'as pas un milliard de couches et cette déconnexion aussi que tu peux avoir même en secteur associatif. Parce que quand on parle du secteur associatif, on pense les bénévoles qui sont en face des gens, mais en fait non, tu as beaucoup de gens en siège. Et je pense que là, ici, par rapport au public qu'on a, c'est peut-être des cadres qui peuvent être dans les sièges d'associations et parfois ça manque un peu ce contact. Voilà. Et sur les fourchettes de rémunération, ça peut commencer très bas, ça peut commencer quand tu sors de grande école, ça peut commencer à 27 ou 28 k. Et après 10 ans d'expérience, si tu arrives à avoir un job qui t'intéresse et impactant dans un grand groupe, c'est je dirais entre 55 et 90 k. Tu vois, ça dépend au niveau de ton. Mais on n'est pas sur, tu vois, on n'est pas sur une fourchette, on n'est pas sur des 100 syndicats. Tu peux avoir un job à 100 syndicats si par exemple tu as un poste de DG d'une fondation ou d'une association. Oui. Mais par contre, si tu es vraiment quelqu'un, voilà, si tu travailles vraiment les mains dans le cambouis, etc., on n'a pas une fourchette de rémunération très élevée, quoi. Merci beaucoup, Ayat. C'était super de t'écouter. Ça passe toujours trop vite. Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais, j'ai vu une question hyper intéressante de Vas-y. Stéphanie. Je sais pas si elle est encore là, Stéphanie, sur ETA. Ouais, donc je lis la question pour ceux qui verront le replay, parce que je pense que les questions ne sont pas dans le replay. C'est dans le D'accord. cadre de l'économie sociale et solidaire. Je m'interroge sur l'efficacité relative des actions menées à différentes échelles. Pensez-vous qu'une approche globale à l'échelle mondiale, attendez, ça a bougé, soit plus impactante comparativement à des initiatives menées à une échelle locale, comme dans une ville? En d'autres termes, est-ce que c'est plus efficace d'agir localement Ouais. ou global? Definitely local. En fait, si tu veux, pendant des années, on a eu cette approche très United Nations style. Et en fait, on en a vu les limites. On a vu que dans certains pays, alors du coup, je parle vraiment très global, mais par exemple en Libye, tu as eu en fait, ça dépend, c'est au cas par cas, mais en Libye, par exemple, tout le secteur associatif a disparu suite à la guerre. Donc là, effectivement, il y a un intérêt pour les grandes organisations internationales qui sont suffisamment dotées, suffisamment outillées, qui ont des staffs en termes de sécurité. Et donc là, c'est pertinent d'avoir des grandes organisations. Par contre, plus globalement, c'est toujours l'échelle locale aujourd'hui. Enfin, c'est l'échelle locale aujourd'hui qui est la plus privilégiée. Et aujourd'hui, même les grandes organisations internationales, on voit qu'elles développent des programmes qui sont dans l'aller vers, qui se reposent sur des acteurs associatifs de terrain plus local, qui sont parfois une dizaine, quinzaine de membres dans l'association, mais qui ont un impact direct. Donc en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une autre culture et qui va d'ailleurs aussi avec les sujets de démocratie, de citoyenneté, etc. On est vraiment davantage dans un truc où on se dit, finalement, je préfère agir à côté de chez moi. Et d'ailleurs, même le groupe L'Oréal, aujourd'hui, on est en train de se lancer dans un soutien au niveau de la lutte contre la précarité dans une démarche plus locale. On est vraiment en train de se baser sur, on a une usine dans la région Hauts-de-France. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les associations qui sont à côté? Plutôt que de se dire, on met tous de l'argent dans un pot et en fait, on envoie à l'autre bout du monde. Là, il y a vraiment un sujet d'agir au plus près d'où on se trouve. Merci beaucoup, Ayat. On va devoir clôturer le live parce qu'il y en a un autre qui commence à 10h30. Est-ce que si jamais des personnes ont encore des questions, c'est éventuellement OK de partager ton profil LinkedIn ou Oui, un bien sûr. contact? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Du coup, je poursuivrai avec Stéphanie qui répond. Voilà. Mais oui, avec grand plaisir, pas de souci. Alors, je vous mets le profil dans le chat. Hop, je te cherche sur LinkedIn en direct. Merci à vous. Et encore merci Ayat, c'était passionnant. Et une demi-heure, c'est hyper frustrant. C'est hyper sympa. Mais ça donne, tu sais, ça donne le petit aperçu, c'est la bande-annonce pour pouvoir avoir envie de regarder le film après. C'est ça. Je viens de vous mettre le LinkedIn de Ayat dans le chat si vous voulez le cliquer dessus ou le copier-coller avant qu'on ferme. Je vous laisse quelques secondes. Je vois que tu as une pluie de merci. Merci à vous toutes et tous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Enfin, je répondrai dans la mesure du possible, mais généralement, je réponds toujours, hein, même si c'est pas dans la minute. Mais donc moi, au contraire, je suis très contente qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ces sujets. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis aussi, je voulais juste rappeler un dernier truc. Si vous avez dans votre cœur l'envie de faire des choses avec du sens, il y a toujours, you can always find a way. Vous pouvez toujours trouver un truc. Moi, je me souviens qu'à l'époque,
les gens comprenaient pas parce que je viens d'un milieu pauvre, ils comprenaient pas que j'aille dans un truc écosystème. Enfin voilà, j'étais destinée à faire finance ou. Et en fait, non, faut parier sur soi. Parce que, et moi, je suis intimement convaincue que si on est passionné par quelque chose, on le fait de manière excellente. Et quand on le fait de manière excellente, la résultante, c'est ensuite d'arriver à, enfin, en gros, concrètement, vous n'ayez pas peur d'être mal payé. Non, vous pouvez toujours trouver une façon, rencontrer un max de personnes. Il y a de plus en plus d'opportunités. Euh, Foncez, renseignez-vous, rencontrez des gens et vous allez voir, vous allez y arriver. Mm. Et en t'écoutant, ça me donne vraiment envie d'en savoir plus. Donc, je pense que je te proposerai un format plus long pour, pour que les gens qui sont très nombreux puissent... Parce que évidemment, beaucoup de gens aujourd'hui et tant mieux parce que la société bouge et que le monde du travail bouge et qu'on veut plus et qu'on remet un peu en question le sens. Et donc, bah, je pense qu'effectivement, les métiers comme les tiens et les parcours comme les tiens sont très inspirants et ça se voit dans le chat. Bah, écoutez, merci. Merci beaucoup, Merci pour tout, Perseverine. Ayat. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Bonne Merci, à journée. bientôt. Au Au revoir. revoir.